Il y a des parcours qui comptent et qui inspirent. Lui est passé de Merrill Lynch à la finance solidaire. Il est entrepreneur social, pionnier du financement participatif en France depuis 2008. Il est aussi connu pour son art du marketing de la solidarité. Vous verrez, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir dans les studios de Mediatico un homme, un personnage particulier. On va dresser le portrait inspirant de cet homme qui est particulièrement engagé. C'est le fondateur de Babylone, c'est le créateur de Hacker un village, c'est l'auteur d'un thriller solidaire qui s'appelle Adopt. Tout cela en un seul homme. Bonjour Arnaud Poissonnier. Bonjour Frédéric. C'est un très grand plaisir, un immense plaisir, j'ai envie de dire, de vous accueillir dans ce studio. Ça fait 10 ans, un peu plus, peut-être même qu'on se connaît déjà. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'une interview aux Échos pour parler de Babylone, évidemment. Et vous étiez à l'époque déjà inspiré par le microcrédit. Vous aviez lancé ce site de financement participatif. On ne parlait pas encore de financement participatif à l'époque. L'objectif, c'était de financer des projets dans les pays du Sud. Et puis, aujourd'hui, vous venez de revendre Babylone à une entreprise néerlandaise concurrente qui s'appelle Lend a Hand. Est-ce que c'est la fin de Babylone? Non, c'est pas la fin de Babylone, c'est l'histoire qui continue. Hein. Rien ne se perd, donc il y a un effet de transformation, il y a une sorte de réincarnation. On était, voilà, Babylone, c'est une longue histoire. Hein. On était le plus vieux site de crowdfunding encore en activité en France, donc on s'est lancé en 2008, effectivement. Et donc c'est une longue histoire, mais qui souffrait un petit peu, hein, il faut savoir le dire. Et donc il était important qu'on puisse s'adosser à d'autres, pour ne pas mourir, hein, puisque c'était l'enjeu, c'était un enjeu de survie. Et il s'avère que, naturellement, on a discuté avec des gens qu'on connaît bien, qui sont nos amis hollandais de chez Lend a Hand, et qui font à peu près, enfin pas tout à fait, mais presque le même métier que nous. Et qui, ça veut dire quoi, Lend a Hand? On ne comprend pas bien, on est français, nous on ne parle pas anglais. Ouais, Lend a Hand, c'est prête une main, donc c'est tend la main, en fait, vers l'autre. Et donc, nous, on s'est lancé il y a 14 ans sur le concept de crowdfunding. Effectivement, on ne parlait pas de crowdfunding à l'époque, mais le crowdfunding de microcrédit, dans une démarche de prêt solidaire. Hein, donc, vous prêtez gratuitement à des institutions de microfinance, à des bénéficiaires de microcrédit à l'autre bout du monde. Hein. On a financé 50 000 familles dans une trentaine de pays en 12 ans. Et Lend a Hand, ils se sont lancés plus récemment, il y a 8 ans, sur un concept un petit peu différent, qui est la même cible, hein, des projets dans les pays en développement, mais eux sur du prêt rémunéré. Donc nous, on était plutôt sur du prêt solidaire, donc une forme de philanthropie, par le prêt, mais une forme de philanthropie. Alors du prêt et du don? Non, il n'y a pas de don, non, il n'y a que du prêt, mais sans rémunération. Donc on était un hybride entre le don et le prêt rémunéré, alors que Lend a Hand est plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact investing, hein, donc je prête avec une rémunération, mais au final avec la même cible, c'est-à-dire des projets dans les pays en développement. Alors, je me souviens, Arnaud, ce qui m'avait déjà marqué lors de notre première rencontre, c'était ce parcours, ce grand écart dans votre vie professionnelle entre la gestion de fortune, entre Merrill Lynch, où vous êtes passé, et puis à un moment, ce basculement vers le microcrédit, vers ces solutions de financement pour les pays du Sud. Mais cette réflexion-là, cette transformation-là, chez vous, elle ne vient pas de nulle part. Il y a un déclic à un moment qui se fait, et parce que chez chaque personne engagée, il y a un déclic à un moment dans la vie. J'aimerais bien savoir, chez vous, il remonte à quand? Il vient d'où, ce déclic? Si on gratte, on peut aller chercher très loin. Ouais, on peut aller chercher assez loin. Moi, quand j'étais gamin, il y a eu une période de ma vie où je voulais être prêtre. Alors, c'est pas une question de religion en tant que telle, mais... À quel âge? J'avais 10-12 ans, donc j'étais obsédé par ça, et je n'osais pas le dire à mes copains parce que j'avais honte, en fait, etc. Mais c'est issu de mon éducation. Moi, je suis né d'une famille du Nord où c'était les valeurs, la social-démocratie, enfin, on apprenait vraiment le respect de l'autre, l'engagement auprès des autres, etc. L'entraide. Oui, bien sûr, et j'ai été très très marqué par ça, au point que j'ai eu cette espèce de début de vocation. Puis après, quand je me suis aperçu qu'il y avait des minettes à l'école, je me suis dit, ouais, mais à côté de Jésus-Christ, il y a des petites minettes sympas et tout. Donc, bon, là, ma vocation s'est effondrée, mais j'avais ça. Et à cette époque-là, je rêvais
dans mon fort interne, je rêvais d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Évidemment, je n'y suis pas parvenu, mais c'est un clin d'œil. Mais oui, j'avais un peu de ça au fond de moi. Et quand j'ai fait 12 ans de banque de gestion de fortune, évidemment, ça c'était complètement oublié. Mes études aussi, ça n'avait rien à voir avec ça. Oui, c'est pas comme ça qu'on éradique la pauvreté. Non. Et puis, un jour de hasard, en 2004, je suis tombé dans le cadre d'un partenariat de compétences entre la banque de gestion de fortune où je travaillais et l'ONG française Acted. C'était à l'époque du tsunami, où toutes les entreprises collectaient du fric pour les ONG qui croulaient sous l'argent à l'époque du tsunami. Et à l'époque, dans la banque où je bossais, c'était la banque OBC, groupe ABN AMRO. On avait collecté de l'argent qu'on a donné à Acted. Et Acted nous a dit, vous êtes banquier, vous faites de la finance. Nous, on fait du microcrédit dans certains de nos programmes. C'est une ONG, Acted. Acted, c'est la deuxième plus grosse ONG française. C'est une ONG absolument énorme. Et ils ont des programmes de microcrédit. Et donc, à l'époque, on les a aidés à réfléchir au développement de leurs activités de microcrédit. Et c'est comme ça que, tout à fait par hasard, je suis tombé dans le microcrédit. Quand je suis reparti sur le terrain, ça m'a passionné. Et j'ai trouvé ça tellement plus vivant, tellement plus humain, tellement plus passionnant que m'occuper des gens très très riches qui gueulaient pour 30 euros de frais qu'on leur prenait sur leur compte en banque, enfin des trucs insupportables. Et donc j'ai basculé dans ce que j'appelais moi la finance du sourire, où tu es reçu par des bénéficiaires du microcrédit dans les pays en développement à qui on a prêté l'équivalent de $300. Ils vous reçoivent avec des sourires jusqu'aux oreilles, tellement ils sont fiers de montrer que grâce à ce petit crédit, ils vont générer des revenus, ils vont faire vivre leur famille et surtout ils vont pouvoir rembourser. Et moi, ma plus grande expérience, c'est que la première fois que j'ai rencontré une bénéficiaire de microcrédit au Tadjikistan, je m'en souviendrai toute ma vie, puisque pendant 1 heure, je me suis retrouvé face à une femme qui me remerciait toutes les 3 minutes du microcrédit qu'on lui accordait. Et moi, en 12 ans de banque de gestion de fortune, jamais un de mes clients m'avait remercié. Et donc, je suis tombé dans une espèce de paradoxe, de grand écart entre, effectivement, la finance des très riches et la finance des très pauvres. Et en fait, dans des relations humaines qui sont absolument passionnantes, celles des gens qui habitent dans les bidonvilles, dans les zones rurales. Et ça m'a passionné, donc j'ai basculé, effectivement, à ce moment-là. Oui, alors on peut dire effectivement un petit mot sur ce que c'est que le microcrédit. On prête un tout petit peu d'argent, à notre échelle en tous les cas, à des gens qui n'en ont pas du tout, pour créer leur activité professionnelle. En fait, c'est ça. Exactement. C'est vraiment la force de ce microcrédit, de pouvoir de permettre à des gens d'être en capacité de s'autonomiser, de créer une petite activité d'autosubsistance, de faire vivre toute la famille. C'est un formidable outil d'inclusion financière de la femme aussi dans les pays en développement. Et ça se fait avec rien du tout, quoi, avec 100, 200, 300 euros ou équivalent. Un concept inventé et développé par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, qu'on a reçu d'ailleurs chez Mediatico. Donc effectivement, c'est quelque chose à quoi on est attaché aussi. Et on n'est pas très loin non plus des réflexions et des problématiques et des enjeux du commerce équitable. C'est se soucier de l'autre dans les pays du Sud parce que les niveaux de revenus sont absolument insuffisants pour vivre correctement. Et ça, c'est quelque chose qui vous touche aussi. Oui, parce qu'on sait tous les déséquilibres qu'il y a dans le monde, et dès lors qu'on est dans une logique de se dire qu'il pourrait y avoir une meilleure répartition des richesses, ça passe par, d'un côté, le microcrédit qui permet d'affecter de l'argent de manière extrêmement utile, c'est pas de la spéculation, c'est les 300 balles qui vont permettre à Mme Karimov de développer son petit business de manière extrêmement efficace, d'une part, et c'est la même chose pour le commerce équitable, où effectivement on va être dans des logiques de promotion, d'accompagnement, de développement de producteurs locaux qui vont capter la part de richesse qui devrait leur revenir tout naturellement pour qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent développer leurs activités sainement et sans être sous le joug ou sous l'exploitation de mécaniques financières qui ne les respectent pas en fait. Alors quel regard vous portez vous aujourd'hui sur la finance, la grande finance, celle que vous avez si bien connue? Je suis malheureusement pas très optimiste. C'est comme dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que tous les secteurs se sont emparés des sujets de l'impact, des règlements de la planète, etc. Mais fondamentalement, l'effort qui devrait être fait dans les années qui viennent, alors ça fait 20 ans qu'on nous dit il reste 5 ans, mais l'effort qui devrait être fait n'est pas du tout à la hauteur. Et moi qui ai travaillé pendant 12 ans dans la finance, ça fait, avant de lancer Babylone, moi ça fait 25 ou 30 ans que j'entends parler de la finance d'impact, etc., mais ça se développe tellement peu que nos amis de chez Finansol, qui parlent de finance solidaire, par exemple, où on parle de les montants engagés dans la finance solidaire depuis 30 ans. Cette finance solidaire, pourtant, elle progresse à 2 chiffres quasiment tous les ans. Ouais, mais ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. À ce rythme-là,
la contribution qu'on pourrait attendre de la finance, mais elle sera suffisante dans 50 ans. Et on n'a pas 50 ans. Quand la finance solidaire est à, je sais pas, 0,2% des actifs, et encore, la finance solidaire, ça n'est pas que de la finance d'impact. C'est de la finance solidaire. Vous avez une toute petite partie de cette finance solidaire, une partie des revenus, qui impacte directement. Donc c'est pas 0,2, c'est 0,0. En général, c'est 10% des placements seulement. Oui. Donc en fait, il y a un effet, un effet loupe sur les montants collectés, mais l'argent qui sort de ces montants collectés, qui est définitivement affecté à la main, mais c'est pas si énorme. Et ça va trop lentement. Mais c'est pas que sur la finance. Globalement, tout va trop lentement. Et moi, je fais partie des gens qui, malheureusement, pensent qu'on va un peu dans le mur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, il ne faut pas trouver des solutions. Mais ça va trop lentement. Parce que vous êtes collapsologue. Parlons-en. Ouais. Pourquoi êtes-vous collapsologue et qu'est-ce que ça veut dire d'être collapsologue en 2022, après le Covid? Oui. Pour moi, la collapsologie, c'est pas un hydre qui doit faire peur. C'est juste l'idée de se dire que, vu le rythme auquel on avance pour régler les problèmes de la planète, on va beaucoup trop lentement, et qu'à force d'aller trop lentement, on va vraiment se prendre un mur à un moment. C'est-à-dire que les dérèglements vont devenir tellement exponentiels, tellement incontrôlables. On parle des boucles de rétroaction, tous les phénomènes qui accélèrent sur le réchauffement, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Il fait qu'à un moment, on ne va plus rien maîtriser. Mais je n'ai rien inventé, hein, tout le monde le dit. Mais moi, ça fait une vingtaine d'années que je pense ça, parce que le sujet m'intéressait beaucoup, et j'ai découvert une vingtaine d'années qu'effectivement, quand on regarde les équilibres ou les déséquilibres qui s'installent et qui s'accélèrent, c'est vrai que si on ne réagit pas très vite, on va dans le mur. Comment vous avez découvert ça? Moi, j'ai découvert la collapsologie avec un personnage remarquable qui s'appelle Jacques Blamont, à qui on doit hommage. Malheureusement, il est décédé pendant la crise de la Covid, mais qui est le père de l'aérospatiale française. C'est un grand scientifique français, hein, qui est décédé à 95 ans, il y a 1 an et demi, mais qui, lui, a écrit un certain nombre de bouquins en disant, grosso modo, sa théorie, ça consiste à dire, à l'horizon de 50 ans, il a écrit ça il y a une vingtaine d'années, moi j'ai découvert la collapsologie par lui il y a une vingtaine d'années, à horizon de 50 ans, on va dans le mur parce que épuisement des ressources, réchauffement climatique, dérèglement démographique, etc. Donc il listait tous les trucs qui selon lui, lui faisait penser qu'on allait dans le mur. Et en fait, effectivement, plus on avance, plus on voit qu'il avait raison. Et surtout, lui, il avait une théorie que moi, j'ai pu constater dans les bidonvilles, sa théorie qui est toute simple et toute bête, mais on ne l'entend jamais dans les médias, ou très peu, c'est de dire, tous les démographes nous disent qu'on va vers 9 milliards, après on nous dit 10, peut-être 11, ça change tous les 3-4 ans, on ne sait plus trop, mais... De personnes sur Terre. Oui, de personnes sur Terre. Hein. 1% de progression de la démographie, de la croissance démographique tous les ans. Et donc, si on va à 9 ou 10 milliards des gens, on ne sait pas trop comment on gère la planète, hein. On nous explique qu'il en faut peut-être 2 ou 3 à ce rythme-là, alors qu'on ne change pas de braquet, mais ça c'est un sujet politique. Mais Blamont, il nous dit, non, il dit ça il y a 20 ans, il nous dit, mais tout ça c'est des conneries, en fait on va être 15 milliards. À horizon de 50 ans, on va être 15 milliards. Et là tout le monde dit, non, c'est des conneries, on ne peut pas être 15 milliards. Si, sauf que lui, il tire 2 traits, il tire un trait de la croissance démographique, 1% de croissance démographique, du delta de démographie tous les ans, donc près de 800 millions de personnes, de 80 millions de personnes tous les ans en plus sur la planète, mais il dit, en même temps, vous tirez le deuxième trait, qui est le taux de la croissance, de l'enrichissement des ménages et de la croissance, de la création de richesse, qui est de 2% par an, et donc si vous tirez ces deux courbes, dans 50 ans, on est certes 9 ou 10 milliards, mais en équivalent consommation, on est à 15 milliards. Et c'est ça qui compte, c'est les ressources qu'on va consommer, c'est pas le nombre de personnes. Et moi, je découvre ces théories il y a une vingtaine d'années, je trouvais ça absolument passionnant, personne ne parlait de ça. Et quand je me suis retrouvé dans l'histoire de Babylone, où nous, on aide les gens dans les bidonvilles, on enrichit les gens en leur accordant, en finançant des microcrédits. Et quand vous allez voir les gens dans les bidonvilles, c'est là où la croissance démographique va se faire, hein. C'est pas chez nous, c'est dans les pays émergents, dans les pays du Sud. Et quand vous voyez tous les gens, entre guillemets, qui s'enrichissent, parce que quand même, ils ont droit à avoir... C'est leur droit d'avoir accès à une vie un peu meilleure, mais quand vous interrogez ces gens qui s'enrichissent entre guillemets grâce au microcrédit, ils vous disent quoi? Dès qu'ils génèrent des revenus, ils disent nous ce qu'on veut c'est mettre les enfants à l'école, génial, hein, dans 90% des cas c'est des femmes en plus, donc on veut mettre les enfants à l'école, on veut accès à une meilleure santé, et après, très très vite vient le smartphone, la télévision, tout ce qui est équipement de la société de consommation, et eux, les sujets dans ces zones-là, les sujets de consommer sain, bio, etc.,
mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et il n'aspire qu'à une chose, c'est ce que Jacques Blamont a appelé le modèle Hollywood, il n'aspire qu'à une chose, c'est que dès qu'il gagne plus d'argent, c'est d'accéder à la société de consommation. On a vu dans certains pays des révoltes quand il y avait un supermarché qui ouvrait, tellement les gens se ruaient sur les supermarchés parce que c'était enfin l'accès à la société. Et donc moi j'ai fait le rapport entre ce que disait Blamont et ce que j'ai constaté sur Burville, et j'ai été obligé de constater que sans doute il avait raison. Et donc c'est ce jour-là que je suis devenu un peu... collapsologue. Ouais, un peu collapsologue, pas forcément extrêmement... Pessimiste, un peu pessimiste en tous les cas. Mais le pessimisme ne veut pas dire voilà, l'abandon. On n'agit pas. La preuve, puisque Arnaud Poissonnier crée Babylone. Bah voilà. Donc, alors avec Babylone, il y a des voyages dans le monde entier qui se font, il y a des découvertes, on apprend beaucoup en rencontrant les gens. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier de votre histoire avec Babylone? Ah bah, ce dont je suis le plus fier, c'est cette rencontre avec l'humanité. C'est-à-dire que quand vous allez dans les bidonvilles, il y a une énergie qu'on n'a pas ici, et qui est une énergie de solidarité, d'entraide, d'accueil, qui je trouve, qui est fabuleux. Moi, je dis souvent, j'aurais envie que tous les ministres, les présidents des boîtes du CAC 40, etc., on leur oblige, c'est comme il y a le stage obligatoire en 3e pour les gamins, qu'on oblige les grands dirigeants et les grands patrons du CAC 40, qu'on les oblige à aller une semaine dans un bidonville. Je veux dire, vous ne ressortez pas indemne de l'expérience. Voilà, c'est Franck Ribou, on l'avait fait à l'époque de sa rencontre avec le professeur Younous, il a été très marqué. Chez Danone. Et c'est vrai que moi, c'est la force, la richesse de Babylone, c'est cette rencontre avec des gens dans des zones extrêmement pauvres, où avec peu de choses, on arrive à aider, et surtout, il y a une énergie. Moi, quand j'étais fatigué, j'allais en bidonville et je revenais avec une patate d'enfer, parce qu'il y a une humanité que je trouve fabuleuse dans ces endroits. Donc c'est ce que je retiendrai de Babylone, au-delà de toutes les familles qu'on a aidées, bien entendu, mais c'est cette rencontre avec l'humanité dans ces zones très pauvres. Et alors après 10, 12, 14 ans de Babylone, en 2008, oui, ouais, c'est ça, donc 14 ans, ouais. Vous revendez Babylone aux Néerlandais, Lend a Hand. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était compliqué parce qu'on a voulu lancer Babylone comme un social business. À l'époque, on n'appelait pas ça un social business, hein, mais on était un peu précurseur sans faire. Je l'ai dit en introduction, vous êtes pionnier. Sans faire exprès, mais moi, je voulais faire une start-up, en fait. Et le fait que ça soit une start-up d'impact ou social, moi, je trouvais ça conciliait bien ce que j'avais en tête. Sauf que, qui dit social business, dit nécessité d'avoir un modèle économique qui vous permet évidemment de pérenniser l'entreprise. Or, on s'est aperçu sur la durée qu'on n'y arrivait pas avec Babylone, parce que sur Babylone, il y avait un modèle économique un peu particulier, parce que c'était du prêt solidaire, donc il fallait trouver un endroit où nous gagner de l'argent. Donc on a proposé aux internautes de payer une petite commission en plus de leur prêt solidaire. Nos partenaires sur le terrain payent un peu de frais d'accès à la plateforme. On avait des partenariats avec des entreprises, mais ça ne suffisait pas. Et en fait, on est victime d'une notion qu'on connaît bien dans le marketing et de la gestion d'entreprise, qui est le coût d'acquisition client. C'est-à-dire que quand un Babylonien, on les appelle comme ça, les Babyloniens, prêtent de l'argent sur Babylone, en moyenne, comme c'est un prêt philanthropique, c'est un prêt sans intérêt, les gens mettent 150 €. Donc ils mettent des petits montants. Et donc le coût d'acquisition, donc l'effort commercial qu'il faut faire pour aller chercher ces Babyloniens, ne rapporte que, en termes de prêt réalisé, 150 €. Et sur ce prêt réalisé, il y a un tout petit revenu. Alors que sur des outils comme Lend a Hand, qui est un outil d'impact avec du prêt rémunéré, comme il y a une rémunération, les gens, ils ne vont pas chercher dans leur poche philanthropie, ils vont chercher dans leur poche épargne, et au lieu de mettre 150 €, ils mettent 1 500 €. Parce que c'est de l'épargne. Et d'un seul coup, à effort commercial comparable, on collecte beaucoup plus. Et en fait, on souffre de ça, c'est qu'on n'a pas réussi à collecter, bien qu'on ait une communauté, on a fédéré 100 000 membres, enfin c'est une Babylone, c'est une grosse communauté, mais on n'a pas réussi à collecter assez vite, assez d'argent pour que les revenus générés par cette activité nous rentabilisent. Et donc ça fait des années qu'on est en souffrance, on sait que le modèle économique de Babylone n'était pas viable. Donc on a eu une communauté d'actionnaires incroyable qui nous a soutenus pendant des années. Enfin, c'est l'histoire du financement de Babylone est passionnante, mais le modèle économique n'a pas suivi. Et donc il y a un moment où, au bout de effectivement 13-14 ans, quand le modèle ne suit pas, on est obligé de décliner. En plus, on a été très violemment impacté par la crise de la Covid, au niveau des partenariats entreprises, au niveau de la collecte sur le terrain, etc., où tout s'est arrêté aussi dans les bidonvilles, donc c'était compliqué. Et du coup, on s'est retrouvé, il faut le reconnaître, on s'est retrouvé en difficulté. Et donc, on aurait pu arrêter l'activité, et plutôt que d'arrêter l'activité, on a décidé de regarder autour de nous s'il n'y avait pas des gens qui avaient envie de se rapprocher de nous.
Et il s'avère qu'assez vite, on a discuté avec pas mal de gens, mais assez vite, l'end-to-end est apparu comme une évidence, parce qu'en fait, ils font quasiment le même métier que nous, on a les mêmes compétences en interne, on pouvait créer des synergies, des économies d'échelle, et donc voilà, après un an de discussion, on a fini par signer, donc c'est tout frais, puisque c'était fin mars. Et donc on va officialiser ça. C'est une avant-première qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est pas encore annoncé, mais ça va être annoncé dans les jours chez Mediatico. Absolument, voilà. C'est un vrai scoop, oui, un vrai de vrai. Merci Arnaud. Et du coup, c'est vous qui allez représenter l'end-to-end en France? Oui, il va y avoir une petite équipe, une équipe française de l'end-to-end, mais effectivement, moi je vais accompagner le projet pendant quelques mois en transition. Alors moi je me dis aussi, Babylone, c'est Babylone. C'est cette tour énorme qu'on essaie de faire monter, la ville bien sûr, avec cette tour qui monte jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu, jusqu'à sauver l'humanité peut-être. Et est-ce que finalement l'ambition n'était pas trop présomptueuse? Et je vais le dire complètement différemment. Est-ce que tout simplement Babylone n'est pas arrivé trop tôt sur le marché, au moment où aujourd'hui il y a de multiples plateformes de crowdfunding? Est-ce que c'est pas ça aussi le risque que prennent les pionniers, de se faire dépasser, de se faire rattraper en fait par le marché? C'est difficile à dire. Après, oui, on est arrivé très tôt, donc pardon, je vais prendre un terme religieux, mais on a un peu évangélisé le crowdfunding, qu'on n'appelait pas encore le crowdfunding. Il y avait My Major Company avant nous, donc on a été les deuxièmes. Alors, My Major a arrêté son activité de crowdfunding, donc on est historiquement les plus vieux, mais oui, on a porté un bout d'évangélisation, mais après il y a d'autres plateformes qui sont arrivées assez vite. En même temps, ça a été aussi un avantage d'arriver vite, c'est qu'on a eu un effet de curiosité des médias qui a été fabuleux. Avec Babylone, je ne sais plus, c'est 2500 parutions dans les médias en France et en Europe. Il y a très peu de plateformes de crowdfunding qui ont eu cette chance-là. Comme on était l'une des premières plateformes de crowdfunding, en plus sur un très beau sujet, qui était un sujet d'impact social dans les pays en développement, à l'époque, les médias se sont un peu rués sur nous. Et c'est ça qui a fait notre envolée dans les premières années. Après, ça a été plus compliqué parce qu'il y avait tellement de plateformes de crowdfunding que du coup, il n'y avait plus la visibilité médiatique. Or, c'était elle qui nous apportait le plus d'adhésion. Donc voilà. Après, ce qu'on n'a pas su faire, c'est réussir à trouver des moyens de décoller. Il fallait sans doute plus de moyens financiers qu'on n'avait pas. Parce que le marketing grand public, que ce soit la solidarité ou autre chose, il faut des moyens, il faut aller chercher le grand public, il faut que les gens vous voient. Sur Internet, on dit qu'il faut que les gens vous voient 7 ou 8 fois avant de transformer chez vous. Donc il faut des gros moyens. Et donc voilà, on a manqué de moyens sans doute pour pouvoir y arriver. On aurait dû se diversifier nous aussi dans le prêt rémunéré, on ne l'a pas fait assez vite. Il y a eu la crise de la Covid, etc. Donc on a souffert les dernières années. Mais au début, le fait d'être seul, ce n'était pas forcément un handicap. Et comment vous regardez aujourd'hui le paysage du financement participatif en France? Et au-delà du financement, il y a l'engagement des citoyens qui apportent leur financement personnel. Ouais. C'est quand même fort ce mécanisme-là. Ah bah c'est vraiment fabuleux. D'ailleurs, c'est globalement le phénomène de la désintermédiation numérique. Toutes les plateformes qui suppriment les intermédiaires, que ce soit de Airbnb à Blablacar, mais sur le financement participatif, on voit deux phénomènes. On voit, je pense, une forme d'habitude qui s'installe. Donc on voit tout un tas de métiers du crowdfunding sans citer, mais que ce soit dans le don récompense, le prêt, l'equity. On commence à voir un aplatissement de la courbe. Donc l'effet de mode du crowdfunding, il n'est pas aussi évident, qu'il est plus aussi évident que ce qu'on a connu il y a encore 5 ou 6 ans. Donc ça, il va falloir surveiller dans les années qui viennent. Parce que le truc s'est tellement démocratisé que maintenant c'est devenu mainstream et puis il n'y a plus l'effet d'innovation, etc. Donc il y a ça. En revanche, sur des sujets, alors mis à part Babylone qui s'est retrouvé un peu en difficulté, mais il y a quand même des plateformes qui sont des plateformes d'impact. Je sais pas, des plateformes comme Lita, des plateformes comme Tudigo, qui sont des plateformes qui ont beaucoup de sens parce qu'elles sont très spécialisées sur des projets d'impact, des projets locaux, des projets sociaux, etc. Ces plateformes marchent très bien parce qu'elles répondent parfaitement à ce qu'on aime bien dans le crowdfunding, c'est-à-dire de la finance citoyenne qui rapproche l'investisseur, le contributeur du projet, avec ce que ces contributeurs aiment, c'est-à-dire mettre de l'argent dans des projets qui ont du sens et qui ont un impact. Donc je pense qu'il y a encore tout un pan du crowdfunding qui dès lors qu'on met du sens sur les projets, a des beaux jours devant elle, je pense. Et puis Arnaud Poissonnier, vous êtes aussi un homme des coûts marketing. Je me rappelle de cette journée de fondue solidaire à la Bourse de Paris, à laquelle vous m'aviez invité. Vous êtes un spécialiste du marketing de la solidarité, j'ai envie de le dire comme ça.
Ouais, je sais pas. Après, il y a des concours de circonstances, hein, des hasards qui font. Mais c'est vrai que la fondue solidaire, c'était amusant parce on a fait le record du monde de la fondue solidaire au Palais Brongniart avec 800 personnes en mode dîner de charité qui sont venues manger cette fondue autour des arbres à fondue, ces fameux meubles assez originaux pour manger de la fondue. Après, donc le principe, c'était là encore de collecter de l'argent, oui, c'est ça, un peu d'événementiel. Chacun devait acheter sa place à l'avance. Oui. Oui. Et il y a une partie des subsides de la soirée qui a été prêtée sur Babylone. Et effectivement, cette fondue solidaire a laissé des traces incroyables, on l'a vu partout, enfin, c'était amusant. Après, c'est des concours de circonstances. Moi, j'ai rencontré les mecs qui avaient fabriqué l'arbre à fondu, donc ce meuble où on se met à 6 autour. Je leur ai dit, mais génial, on pourrait organiser le record du monde de la fondue solidaire. Ils m'ont dit, bah, ça tombe bien, il a été fait, mais c'est pas nous qui l'avons fait dans la gare de Vienne en Autriche. Je leur ai dit, bah, banco, on le fait à Paris. Et on est parti là-dessus, et ça a très très bien marché. Mais voilà, donc c'est des concours de circonstances. Ce que j'aime bien par rapport au marketing, effectivement, sur des projets solidaires et d'impact, oui, moi j'ai un réflexe assez marketing, parce que quand j'étais dans les banques, je travaillais beaucoup sur la communication, le marketing, puis j'aime bien ça, je pense que je suis quelqu'un de plutôt créatif. Et du coup, chaque fois qu'on me parle de projets d'impact social, je les raisonne marketing. Je me dis, mais quelqu'un qui a un projet d'impact social, un projet de solidarité, mon premier réflexe, c'est de dire, ok, l'idée est bonne ou pas bonne, mais dès lors qu'il y a une idée, comment on peut la rendre visible? Ça, c'est mon réflexe naturel. Et donc c'est vrai qu'avec Babylone, on a fait un certain nombre de coups comme ça, qui étaient assez chouettes, qui ont permis à la communauté de se développer. Et je trouve que c'est aujourd'hui ne pas raisonner marketing, bah il y a une infinité de projets magnifiques, mais autour desquels il ne se passe rien. Parce que tout simplement, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de marketing. On sait que c'est très compliqué d'être visible aujourd'hui, donc bah, autant essayer de trouver des choses un peu originales, et ça m'amuse bien. Oui. Et ça, c'est un savoir-faire que vous avez, vous, voilà, qui vous est propre. Je vais juste voilà, rappeler que vous avez écrit un livre qui s'appelle Adopt. Voilà, vous publiez Adopt aux éditions Tombouctou. C'est un thriller pandémique, c'est comme ça que vous l'avez intitulé, qui a été publié juste avant la crise sanitaire, donc qui a été publié pendant, mais vous avez commencé la rédaction avant. Ouais. En fait, vous êtes visionnaire. Pareil, c'est le hasard, mais c'est une histoire, il y a 6 ans, en fait, j'ai eu cette idée. J'avais l'idée d'un scénario de film autour d'un thriller qui traitait à la fois d'une pandémie, de sujets anxiogènes, parce que c'était un thriller, mais ça traitait d'une pandémie, d'enlèvement de femmes, et d'une angoisse de beaucoup de femmes, qui est l'infertilité, et donc ce qui va derrière l'adoption. Et donc je me suis dit, bah, tiens, j'ai eu une idée de synopsis autour de ces 3 idées. Donc des femmes qui se font enlever par un savant fou, bon, enfin, voilà, avec des enfants qui naissent d'un hôpital secret, puis qui sont revendus dans le monde par un réseau d'ONG, d'adoption, enfin un truc glauquissime. Et j'avais eu cette idée-là, et puis un jour je me suis dit, voilà, j'allais pas très bien dans ma vie privée, etc. Puis je me suis dit, tiens, je vais me défouler, et j'ai commencé l'écriture de ce machin-là il y a 6 ans, donc Adopt. Et effectivement, j'avais fini l'écriture de ce thriller que j'appelle Collapso pandémique. J'avais quasiment fini l'écriture de ce truc-là juste avant l'arrivée de la Covid. Et là, j'étais devant ma télévision à regarder les actus sur la Covid, puis je voyais tout mon livre qui se déversait, parce que comme une grosse partie du livre, enfin le fond de l'histoire, c'est une nouvelle pandémie qui arrive. Et je voyais mon livre se déverser sur les médias, mais je l'ai mis dans mon livre, donc je voyais le truc se vider de son sens. Coup de génie marketing. Non, parce que je voyais le truc, je me dis, bah, il est mort mon livre, quoi. Et donc là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Et j'ai fait 2 choses, donc je ne l'ai pas sorti tout de suite. Pendant toute la première année de confinement, etc., je l'ai réécrit, parce que l'histoire se passe en 2025, et en 2025, bah, on parlera forcément encore de la Covid, donc je ne pouvais pas sortir un bouquin qui parlait d'une pandémie sans parler rétroactivement de la Covid. Donc je mets la Covid partout dans le livre et je le sors fin 2020. Et surtout, je me disais, j'étais un peu gêné parce que sortir un bouquin autour d'une pandémie alors qu'on avait les gens qui applaudissaient... Ça a l'air d'être un peu opportuniste. Oui, même si ça l'était clairement. Et du coup, je l'ai rendu solidaire. Donc c'est devenu un livre solidaire. Ouais, alors j'aimerais bien comprendre ça encore, parce que là aussi, il y a du marketing, mais en même temps, c'est aussi comment dire, c'est du don. C'est de la bienveillance, c'est encore sauver l'humanité. Oh, il faut rester modeste, hein, on n'a pas apporté grand-chose, mais c'était l'idée de se dire, effectivement, on va lui donner du sens.
voilà, dans une actualité qui est mauvaise, qui est triste, sur un sujet qui n'est pas drôle, la pandémie. Et donc, comme il s'avère qu'il y a... Alors, bon, l'histoire commence par un enfant qui meurt à Necker, donc à l'hôpital Necker, pas loin d'ici. Donc, il y a quelques chapitres où on parle de Necker, enfant malade, avec un enfant qui meurt d'une nouvelle pandémie. C'est la première victime de cette pandémie, etc. Ça se passe à Necker. Et donc, du coup, j'ai proposé à Necker que sur chaque livre, on ait 2 € qui soient reversés à la Fondation Necker. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà, après, on l'a diffusé nous-mêmes, voilà, mais les gens, je pense, ont plutôt aimé le livre, et on a versé quelques milliers d'euros à la Fondation Necker, et donc on était content de ça. Voilà, ça reste très modeste, mais c'est peut-être l'un des premiers thrillers solidaires, donc ça c'était assez amusant. Excellent. Et puis, parce que vous êtes entrepreneur social, Arnaud Poissonnier, vous lancez aussi une autre aventure qui s'appelle Hacker un village. Racontez-nous ça. Hacker un village, c'est... En fait, moi, j'ai vécu 25 ans à Paris, et il y a 5 ans, par un concours de circonstances, avec ma petite amie de l'époque, on achète une maison à la campagne en se disant, avant la Covid, hein, c'était il y a plus de 5 ans, et on se dit, bah tiens, on va s'installer dans cette jolie maison à la campagne qu'on va rénover, et on va on va aller 2-3 jours par semaine à Paris, donc on va se détacher un petit peu de Paris, et on va se mettre à l'époque on ne parlait pas de télétravail, mais on va travailler à la maison. Et donc on rentre le mercredi soir à la maison, et on fait ça, on achète la maison, on la rénove, puis bon, elle me quitte juste quand la rénovation est finie, donc je me retrouve tout seul dans cette maison, et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je reste là-bas, et je m'installe dans ce rythme-là. Donc aujourd'hui, on qualifie télétravail tous les jours, et j'ai adoré ce mode de vie, de se dire, je fais un aller-retour sur Paris lundi, mercredi, et surtout, du coup, à moitié en résidence principale dans ce village, hein, c'est dans le sud du Perche, dans un village de 1070 habitants, qu'on appelle dans des zones un peu désert rural. Et surtout, quand j'arrive là-bas, je voyais toutes ces maisons vides, hein, la caricature du désert rural, où vous voyez 20% des maisons qui sont vides. Et là, je leur dis, mais je vais voir la mairie, et je leur dis, mais votre truc, c'est incroyable, il y a plein de Parisiens qui, comme moi, sont sans doute prêts à s'installer une partie de la semaine pour travailler chez eux, dans une maison avec une qualité de vie exceptionnelle, parce qu'on a des qualités de vie exceptionnelles dans ces endroits-là, et puis d'aller 2-3 jours par semaine à Paris. Et donc je leur dis, au village, je leur dis, bah, moi dans ma tête, j'ai une idée, on appellerait ça hacker un village, hacker le chiffre 1, un village, qui consisterait, il y a 12 000 Parisiens qui partent tous les ans de Paris, à faire une opération marketing en disant à tous les Parisiens qui veulent partir de Paris, en disant, bah, nous, Couëtron au Perche, hein, c'est le nom de mon village, on a 150 maisons vides, bah, venez les occuper sur ce modèle, mi-semaine, mi-Paris, et ils adorent. Donc on commence à créer des groupes de travail, à réfléchir sur le recensement des maisons, ce qu'on peut améliorer dans la commercialité, la mobilité dans le village, etc. Donc il y a une dynamique qui se crée, et on lance le site Hacker un village, qui consiste à vendre notre village, à valoriser notre village, à référencer toutes les maisons vides pour dire, ben regardez, le prix c'est 10 fois moins cher qu'à Paris, avec une qualité. Et on lance le truc, on commence à avoir une visibilité dans les médias, il y a d'autres villages qui disent, ah mais attendez, Hacker un village, on pourrait le faire aussi, etc. Et là, on a été rattrapé par l'histoire, puisque après, bah, c'est la Covid, donc confinement, etc., où on se retrouve avec l'exode urbain, hein, qu'on a tous vu, où en 9 mois, sur il y avait 70 ou 80 maisons à vendre, 80% des maisons se sont vendues. Donc, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour autant. Le résultat est mitigé, parce que cet exode urbain, tout le monde a dit génial, etc., sauf qu'il a des petits défauts. Le premier, c'est que ça fait monter le prix des maisons, hein. On voit clairement le prix des maisons qui s'envolent. Pour les locaux, c'est un vrai choc, parce qu'on est dans des zones où il y a un pouvoir d'achat qui est très faible. Donc les gens, voir que les maisons chez eux augmentent, pour eux, c'est le risque de ne plus pouvoir les acheter, et n'avoir que des Parisiens qui puissent les acheter. Donc il y a quand même un effet de bord qui peut être embêtant. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous, ce qu'on voulait avec Hacker un village, c'était des gens qui viennent en résidence principale, ou comme on dit maintenant, en résidence hybride, c'est-à-dire qu'ils soient quand même assez souvent là. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est se ruer des Parisiens qui achètent des maisons, et ils sont les bienvenus, bien entendu, hein, mais pour pouvoir aller en week-end ou se remettre en télétravail s'il y a un truc du genre grève ou pandémie. Et donc on n'a pas complètement réussi à remplir le truc qui était de repeupler du permanent. De refaire vivre le village, en fait, c'était ça. Donc, bon. Mais c'est intéressant de se dire que là encore, on peut, avec du marketing,
s'amuser à promouvoir une cause, hein, en l'occurrence c'était repeupler le village, et surtout ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est que ça a mobilisé tout le village, qui s'est dit, bah oui, regardons-nous, réfléchissons à la façon d'améliorer le village, on est en train de lancer un parrainage avec une ville de région parisienne pour créer des échanges, enfin, il y a une dynamique qui s'est créée autour de ça, et c'est ça qui est intéressant aussi. Arnaud Poissonnier, l'homme du marketing de la solidarité, un précurseur, vous avez pu le voir tout au long de cette interview. Merci beaucoup Arnaud d'être venu chez Mediatico. Merci Frédéric. Et voilà, de la haute finance à la finance solidaire jusqu'au retour à la terre, c'est peut-être ça, le chemin de la sagesse.